Donc, une secrétaire effectue une première fois un appel téléphonique vers N correspondants distincts. On admet que les N appels constituent N expériences indépendantes et que pour chaque appel, la probabilité d'obtenir le correspondant demandé est P, soit X la variable aléatoire représentant le nombre de correspondants obtenus, donner la loi de X justifiée. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut remarquer, c'est une loi binomiale, je suis d'accord. X va suivre une loi BNP, mais il faut justifier. Parce que c'est une répétition d'une loi de Bernoulli, N fois. Répétition de N expériences ou loi, enfin loi ce serait plutôt une variable, mais de N expériences de Bernoulli. De paramètres P. De même paramètre P. Et oui, il faut le mot indépendante. Voilà. Les trois trucs importants, indépendant, même paramètre, et oui, que ce soit des expériences, bien sûr, de Bernoulli. Et donc ça, clairement, vous avez cet exercice-là, ça vous le dites à l'oral. Enfin, vous écrivez rien au tableau, je pense, pour dire ça. On sait que c'est une loi binomiale de paramètres N et P parce que c'est la répétition de... Voilà. Alors, c'est là... donc ça aussi, les premières années, ils savaient le faire. Mais c'est là où ça a dégénéré. La secrétaire rappelle une seconde fois dans les mêmes conditions chacun des n-x correspondants qu'elle n'a pas pu joindre au cours de la première série d'appels. On note y la variable aléatoire représentant le nombre de personnes jointes au cours de la deuxième série d'appels, soit i appartenant à 0n, déterminé pour k dans grand N, la probabilité de y égale k, sachant que x vaut i. On va faire une disjonction de K. Ok, tu la ferais sur quoi ta disjonction de K? Si K est... non, si I égale N. Alors, tu vas faire si i égale n. Ouais, si i égale n quoi? Donc, dès la première fois, Elle a eu tout le monde? Oui. Donc, alors vas-y, te trompe pas. La probabilité de y égale k sachant x égale n, ça vaut quoi? C'est pas vrai. Alors ce qu'a compris Yed, c'est que si x vaut n, ça veut dire qu'elle a eu tout le monde au premier appel, elle va avoir combien de personnes au deuxième? Alors aucun, ça devient un nombre qui s'appelle 0. Donc ça vaut 0 si k supérieur ou égal à 1, mais la proba fait 1 si k égale à 0. Une loi de probabilité... Alors, je vais être clair, le jour de l'oral, dans les mêmes conditions d'un examinateur, tu me dis 0 Yed dans ton cas, je te dis, donc, vous avez une loi de probabilité dont toutes les probabilités font 0. Ok? Et ensuite, je te demanderai, comment vous caractérisez une loi de probabilité? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la somme de toutes les probabilités d'une loi de probabilité? Là, tu me dis, la somme de toutes les probabilités fait 1. Et là, je te dirai juste, est-ce que vous voyez le problème? Voilà, c'est pas... Et c'est pas... Voilà, c'est un bug, il y a un bug clairement, il peut être vite résolu. Si tu me dis que la somme des probas fait 1, je fais, ouais, bon, il a bugué. Ouais. Bah ouais, alors la disjonction de k sur i égale n... je suis pas trop d'accord, la disjonction de k sur i égale n. Ah non, ce que j'avais écrit, c'est bon. Mais c'est juste que ta disjonction de k, elle va pas appartenir. Comment tu vas faire si i maintenant strictement plus petit que n? Ça va revenir. Enfin, je t'assure que ce qu'on va faire là, dans le cas i strictement plus petit que n, il va inclure le cas i égale n sans la moindre difficulté, en fait. C'est juste pour ça que je l'ai effacé, c'est parce que c'était ton idée, je l'ai suivi. Mais en fait, cette disjonction de k sur i, elle est pas... Et en plus, cette disjonction de k sur i, elle n'a pas de sens. Ce que j'ai dit au premier année, ce que je vous ai répété en entier toute l'année en proba. Ici, on vous demande une probabilité conditionnelle. Je vous ai toujours dit comment on calcule une probabilité conditionnelle, en revenant à des formules quoi que ce soit, ou en supposant que l'événement est réalisé. Donc, on se dit juste, on suppose
que x est égal à y. C'est supposé, c'est-à-dire que on n'a plus à le changer, c'est déterminé. Au premier appel, elle a eu i personnes. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au deuxième appel, elle va appeler combien de personnes? Ouais, au deuxième appel, la secrétaire, donc je vais l'appeler elle. Hein. Elle appelle n-i personnes. Et on vous dit, en gros, il n'y a aucune modification de modélisation, donc chacune des personnes a une probabilité P de répondre. Quelle est la loi suivie par le nombre de personnes qu'elle va avoir au deuxième appel, si elle en appelle n-i? C'est une binomiale de paramètres n-i et p. Donc c'est juste ça. Donc de la même façon, alors cette notation-là, c'est ce qu'on dirait, y sachant x égale i, la loi conditionnelle de y sachant x égale i, serait une binomiale de paramètres n-ip, ce qui est équivalent à réécrire que la probabilité de y égale k sachant x égale i, bah, c'est deux choses. Ça vaut 0 si k strictement supérieur à n-i, oui, elle va appeler n-i personnes. Donc elle ne peut pas joindre plus que n-i personnes. Et sinon, c'est juste du k parmi n-i, p puissance k, 1 moins p puissance n-i moins k. Si k est entre 0 et n-i. Alors, j'insiste sur quelque chose, ça vous fait du zèle ce que je vous ai écrit, mais il est bien écrit de déterminer la probabilité pour tout cas dans grand N. Hein. Donc, il faut bien avoir une disjonction de cas et deux expressions. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Je ne l'ai pas redit, hein, mais on répète bien n-i expérience de Bernoulli indépendante et de même proba P. Hein. C'est ça qui justifie que c'est une binomiale. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? On a fini les raisonnements probabilistes. Maintenant, on va pouvoir gagner. Prouver maintenant que z qui vaut x plus y suit une loi binomiale dont on déterminera le paramètre. Indication, on pourra utiliser sans la prouver l'égalité suivante. n-i, k-i, ni, ça fait ki, nk. Donc, allons-y. Pour la 2b, pardon, je vais repasser en noir. On veut montrer que z égale x plus y suit une loi binomiale dont on déterminera le paramètre. Comment vous faites ça? La loi marginale, il n'y a qu'une variable, il n'y a que x. Il n'y a que z. Ah, mais tu voudrais le faire. C'est pas clair ce que tu me dis, mais si tu vois x et y comme un couple de variables, ouais, ça revient à faire la loi marginale par rapport au couple xy de la variable z égale à x plus y. Je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prouver que c'est une loi binomiale, c'est déjà de déterminer la loi de z. Et puisque notamment, il vous propose d'utiliser des formules qu'il n'y a pas à prouver, et ce que je vous souligne là en bleu, c'est qu'il y a du calcul à faire. Donc c'est que c'est pas un argument juste de type répétition d'expérience, etc., qui va permettre de montrer les choses. Il faut un calcul de P de x plus y égale 3. Oui, mais avant de faire ça, dès qu'on vous demande la loi d'une variable aléatoire, la première chose à me parler, c'est quoi le support de z? Et ça va déjà nous aider, ne serait-ce que pour les paramètres de la binomiale qu'on doit obtenir. En 2 appels, vous pouvez avoir rejoint combien de clients? Soit de 0 à tous, enfin toutes les possibilités, donc de 0 à n. Donc déjà, si on doit tomber sur une loi binomiale, instantanément, le premier paramètre de la loi binomiale sera n, vu que c'est lié au support.
Mais on ne sait pas si le paramètre va être P pour la deuxième, pour le deuxième paramètre. Donc maintenant qu'on a ça, on va écrire pour tout K appartenant à 0n, oui, on va aller calculer la probabilité de... Alors, je vais l'écrire en deux temps. La probabilité de z égale k, qui est la probabilité de... c'est écrit mal. De x plus y égale k. Comment on calcule cette probabilité-là? C'est un peu ton idée de loi marginale, hein, Amine. X égale I, de x égale I, et y égale k moins I. Tu m'écris ça? De x égale i et... Alors, si tu m'écris ça, il y a un énorme problème. Attendez, il faut que je trouve mon pointeur. De quoi dépend le membre de gauche, de quoi dépend le membre de droite? Et il y a une égalité entre les deux. Le membre de gauche, il dépend d'une lettre qui s'appelle K. Ok. Et tu me dis que c'est égal à ça, sauf que le membre de droite, il dépend de K et de I. Il n'est pas possible qu'une quantité qui doit dépendre de I d'un côté et pas de I de l'autre soit égale. Il faut donc enlever du membre de droite la dépendance en I. Donc pour enlever la dépendance en I, je suis d'accord avec toi, mais il faut faire varier I. Oui, on va plutôt faire une FPT sur le SCE lié à X égale I. Et là, on fait varier I. Ou alors, tu me décris ton événement, X plus Y vaut K, c'est l'union pour I allant de 0 à K de X égale I et de Y égale K moins I. Ok? C'est l'un ou l'autre. Je vais le faire par FPT parce que si vous devez passer par une FPT, si on vous guide par la FPT, il y a ce fameux châle à faire qui est un peu plus dur que la description de l'événement. Et du coup, ce châle, si vous êtes amené à le faire, il faut que vous sachiez comment le faire à chaque fois. Donc allons-y, on efface. On va faire une FPT sur le SCE X égale I allant de 0 jusque N. Oula, ça s'écrit mal encore, excusez-moi. Donc ça va me faire la somme pour I égale 0 à N des probabilités de X plus Y égale K, sachant X égale I, fois la probabilité de X égale I. Je repars à la ligne d'en dessous, ça me fait la somme pour I égale 0 à N de la probabilité. Puisque je suis sachant X égale I, l'événement X plus Y égale K, je vais faire une petite ligne intermédiaire ici, on est tous d'accord qu'il devient l'événement en fait I plus Y égale K. Donc si ça devient I plus Y égale K, ça devient surtout l'événement Y est égal à K moins I de X égale I fois la probabilité de X égale I. Donc c'est là où maintenant on doit faire gaffe. Ceci, la probabilité conditionnelle, on l'a là-haut. La probabilité conditionnelle, on l'a là-haut. Cette probabilité, elle a deux expressions. Dans certains cas, elle vaut 0 et dans l'autre, elle a une expression. Donc, il faut faire forcément un châle. Je vais faire deux sommes ici. On va remettre les indices du châle derrière. Je vais pouvoir écrire dans les deux, ça ne va pas changer la probabilité de x égale y, que je vais recopier proprement derrière. Mais je vais juste mettre ma proba conditionnelle pour l'autre. Quand est-ce que c'est non nul? On a que cette proba-là, alors je vais plutôt l'écrire dans l'autre cas, cette proba-là est nulle, on l'a vu là-dessus. Là-haut, c'était c'est nul si k est plus grand que n-i, donc ici, cette proba-là est nulle si k moins i est supérieur à n-i. Donc cette probabilité-là est nulle si k strictement supérieur à n. Donc non, il n'y a pas besoin de châle en fait. Attendez, j'ai fait une somme sur i. Ça me choque. Attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai bien ça dès que k est plus grand que n-i. Et donc là, ça fait bien k moins i. Doit être plus grand que n-i. Parce que k peut pas être strictement supérieur à n.
Mais pourtant, ma somme, elle doit s'arrêter à K. Oh, ah non, c'est que ah bah vous voyez, je l'ai raté en 10 secondes, ça m'a choqué, mais il y a une autre condition. J'aurais pas dû faire par la nulle, parce que la nulle, je l'ai fait par en dessous, et donc le fait d'être en condition nulle ne nous apporte rien, mais il y a une autre condition qui est cachée. Quand est-ce que c'est non nul? C'est non nul, plutôt si K, donc ici, si K moins I appartient à 0, N moins I. Donc c'est non nul si K appartient... alors c'est plutôt, je vais le faire en fonction de I. C'est I qui varie. Alors je vais plutôt le traduire, excusez-moi. Donc ça me donne K moins I doit être compris entre 0 et N moins I. Donc ce qui veut dire si j'enlève I, si j'ajoute I des trois côtés, que K doit être compris entre I et N. Donc K doit être supérieur ou égal à I. Du coup, comme on somme sur I, ça veut dire, nous, il faut que I soit plus petit que K, forcément. Donc, je vais faire une somme pour I, allant de 0 jusqu'à K. Et ici, la somme pour I allant de K plus 1 jusqu'à N, qui est peut-être vide, hein, si K vaut N, c'est vide, ça va faire 0. Et dans ce cas-là, ça fait ma loi binomiale que j'ai mis là-haut. Donc maintenant, je peux remonter, ça fait du... comme si ça va me faire du K moins I parmi N moins I, P puissance K moins I. Je vais manquer de place, je vais faire une accolade. Et j'ai du 1 moins P puissance N moins I moins K moins I. Donc maintenant, je peux continuer mes vrais calculs. Je vais les réécrire à la ligne du dessous. Ça me fait la somme pour I égale 0 à K des K moins I N moins I, P puissance K moins I. Le 1 moins P, ça va me faire au final du N moins K. Et derrière, j'ai la probabilité de X égale I, et la probabilité de X égale I, c'était ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le calcul de cette somme? Alors, la première chose à voir, c'est que le sujet nous dit que, justement, N-I, K-I fois Ni, ce qui veut dire qu'on a fait le bon calcul, vu qu'on a trouvé la bonne quantité en termes de coefficients, ça fait K parmi I, NK. Donc, d'après le sujet, ceci, ça fait la somme pour I égale 0 à K, j'ai dit quoi? I parmi K, NK, je crois. Et derrière, si je regroupe mes puissances, ça me fait du P puissance K. Et je vais me retrouver avec du 1 moins P puissance 2N moins K moins I. Comment vous me calculez cette somme? On utilise l'indication. Je viens de le faire à l'instant. Je viens de changer les deux trucs en KI et NK. On sort le K parmi N, ouais. Le P puissance K, ouais. Alors, je vais vous aider. On va sortir le 1 moins P puissance. Alors, je vais juste vous aider pour ça. Je vais juste le sortir à la puissance N moins K et pas 2N moins K, parce qu'on va voir que ça va nous aider. Juste pour gagner un tout petit peu de temps. Il va me rester du I parmi K, 1 moins P puissance... Ah non, c'est pas... Attendez, il y a un truc qui va pas. Non, je peux sortir... Attends. Non, je vais sortir le 2N moins K, en fait. Ça fait du 1 moins P puissance moins I. J'ai pas beaucoup mieux que ça à écrire, en fait. Ouais. J'ai pas beaucoup mieux que ça à écrire. Comment vous allez me calculer cette somme?
Ouais, c'est la formule du binôme de Newton avec un moins i. Alors, je me suis pas replanté dans mes calculs, juste ça faisait du n moins i moins k moins i. Donc, ça me fait du n moins i plus i moins k. Donc, ça me faisait bien du n moins k. Ici, j'ai bien du i et du n moins i. Donc, quand j'ai regroupé mes puissances, j'ai bien du 2n moins k moins i. C'est marrant, je ne vois pas à l'aveugle comment, à la fin, on va retomber sur une loi de binomial. Mais je le vois pas à l'aveugle, mais je vois pas d'erreur dans mon calcul. Comment vous me la calculez, cette formule du binôme? Je sais pas le faire avec un i négatif. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'écrire que 1 moins p puissance moins i. Ouais, ça fait du 1 sur 1 moins p, le tout à la puissance i. Oui, c'est ça, Daouda. Et donc, ce qui nous manque, pour faire notre formule du binôme, il nous manque caché, mais on peut toujours le rajouter, un 1 puissance k moins i. Maintenant, j'ai parfaitement ma formule du binôme. Ça me fait du k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance 2n moins k. Et ma formule du binôme va me donner du 1 plus 1 sur 1 moins p, le tout à la puissance k. Alors, j'ai plus qu'à simplifier pour voir de quel est le paramètre de cette loi binomiale, mais à froid, je ne le vois pas. Donc, ceci, ça va me faire du k parmi n. J'ai toujours du p puissance k, je vais recopier mon 1 moins p puissance 2n moins k. Ici, là-haut, je vais me retrouver avec, en mettant au même dénominateur, je vais me retrouver avec du 2 moins p à la puissance k, divisé par 1 moins p à la puissance k. Du coup, ça me fait du k parmi n. Je vais me retrouver avec du p facteur de 2 moins p à la puissance k. Et je vais me retrouver en 1 moins p avec du 1 moins p à la puissance 2n moins 2k. Il y a un truc qui me va... Ah si, waouh. Ok. Je vais pas plus loin pour le moment. Est-ce que c'est une loi binomiale? Oui, mais de quel paramètre? Est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous le voyez pas du tout? C'est-à-dire, Daouda, où ça, factorisé par 2? Ouais, c'est ça. Alors, faut le voir, mais il y a quand même encore un dernier truc à trouver, à comprendre, pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur, mais ça marche maintenant. Ça me fait du p facteur de 2 moins p. Enfin, je peux l'écrire comme ça. Ça fait du 2p moins p carré puissance k fois 1 moins p le tout au carré à la puissance n moins k. Du coup, ceci, en fait, ça donne que z suit une loi binomiale de paramètre n, et c'est quoi? 1 moins p au carré? Bzzt. Ouais, 2p moins p carré. Alors, il faut quand même vérifier un truc. Pourquoi ça marche? Oui, c'est au niveau de la puissance k qu'on voit le paramètre. Mais pour être sûr que ça marche, il faut bien vérifier que l'autre puissance... Ben, en fait, si on fait 1 moins 2p moins p carré, ça fait bien 1 moins 2p plus p carré, ce qui fait, avec une identité remarquable, 1 moins p le tout au carré. Donc c'est bien une loi binomiale, mais je vous avoue qu'au milieu des calculs, je le voyais plus, quoi. Enfin, parce que le paramètre n'était pas évident. Du coup, dernière question, mais on a fini cet exercice. Déterminer l'espérance et la variance de z. C'est juste, est-ce que vous connaissez votre cours? L'espérance de z, du coup, et la variance de z. Ok. Et pour la variance? Ouais, ou facteur de, du coup, comme on l'a écrit de l'autre côté, 1 fois 1 moins p le tout au carré. Voilà. Soyons clairs, la question 3, c'est est-ce que vous connaissez la formule NP et NP 1 moins P, hein. Enfin, à l'appliquer dans le contexte, mais ce qu'on veut, c'est est-ce que vous connaissez votre formule d'espérance et de variance d'une loi binomiale. Ok pour cet exercice-là? On repart en analyse.
On avait FPT aux premières années. Bah oui. Bien sûr que vous avez la FPT en première année. Mais une FPT, la somme, elle était finie. Ben là, mes sommes, oui, voilà, on avait que sur des sommes finies, mais là, toutes les sommes qu'on avait étaient finies, hein, elles allaient de 0 à n au pire. Donc c'est pour ça que c'est un exercice que j'ai donné en calme, mais à partir de la proba conditionnelle et à partir de la FPT, oui, ça s'est très très mal passé, mais ils ont su comme vous reconnaître la loi binomiale. Donc on a déjà fait 2, 3, 4, on passe au 5. Hein. Ah. J'aurais pu le mettre dans mes classiques, ça. Ce qu'on appelle les séries de Bertrand. Il y a les séries de Riemann. Si on voulait vous poser le programme un cran plus loin, on ne vous donnerait pas comme critère de comparaison les séries de Riemann, mais on vous donnerait les séries de Bertrand. Elles sont un tout petit peu plus fines encore que les séries de Riemann. Et notamment, elles sont plus fines dans le cas où on a du n puissance 1, comme c'est le cas ici. Donc, ils vous font en faire, parce que les séries... Alors, je fais juste un topo de culture, mais... Oula! Non. Ah non! Bah ouais, mais alors je vais le remettre en plein écran, mais ça marche pas pour vous. Donc il faut que je... Et là, il est repassé pile dans la bonne zone. Je vérifie juste que ça a pas... Parce que hier, j'ai merdé, du coup, pour faire ma vidéo. C'est bon. Alors, juste petit point culture. Si je vous écris une série comme ça, c'est ce qu'on appelle, avec un paramètre alpha et un paramètre bêta, c'est ce qu'on appelle les séries de Bertrand. Alors, exactement comme les séries de Riemann, dès que alpha est strictement plus grand que 1, ça converge. Dès que alpha est strictement plus petit que 1, ça diverge. Par contre, ce que fait gagner les séries de Bertrand, c'est que dans le cas où alpha égale 1, la série devient celle-ci, qui ressemble à votre exo qui est là. Et maintenant, on a un deuxième truc plus fin. Si bêta est strictement plus grand que 1, ça converge. Et si bêta est inférieur ou égal à 1, on peut montrer que ça diverge. Donc ça permet de voir qu'en fait notre série... non, pardon, c'est... non, c'est par rapport à 0, ouais. C'est par rapport à 0, excusez-moi. Et donc ça permet juste d'avoir un truc un peu plus fin encore qu'une série de Riemann, c'est-à-dire que la première divergente, c'est celle en 1 sur n, et on peut la multiplier par un ln très très petit. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir ici, hein. C'est ce qu'ils vous font faire ici avec ces choses-là. Donc allons-y, donc ils appellent plus ça bêta, eux ils appellent ça alpha. Donc on regarde la série avec n plus grand que 2 pour pouvoir définir le ln. Et donc on a la série des 1 sur n lnn puissance alpha, le cas alpha négatif, en utilisant une minoration très simple de un, démontrer que la série diverge. Donc on va regarder un qui vaut 1 sur n ln de alpha, ln puissance alpha, avec, je sais que n est plus grand que 2 et que alpha est négatif ou nul. Comment vous me minorez cette quantité de façon très simple? Oui. Donc tu viens de me dire 1 sur n plus petit que 1. Tu penses vraiment que ça va minorer un, ça? On veut minorer un. Je suis d'accord. Alors, non, je suis même pas d'accord, c'est faux. Ah, attendez. Non. Si alpha est strictement positif, si alpha est strictement négatif, je peux pas minorer par ça. C'est pas vrai. C'est ce que je ferais de moi, Daouda, parce que comme le alpha est négatif, c'est une puissance négative, ça vous parle pas. Si je le mets en haut,
j'ai une puissance positive au numérateur, je comprends mieux sa croissance à cette quantité. Je suis complètement d'accord avec toi, Daouda. On va faire lnn puissance moins alpha sur n. Et maintenant, au numérateur, c'est une puissance positive. Donc, c'est quelque chose qui est croissant. Ce ln de 2 est supérieur à... Non, inférieur à ln de 2. C'est-à-dire est inférieur à 1. Oui. Justement, c'est pour ça que la minoration de... Ah non, faut majorer, qu'est-ce que je raconte? Faut minorer. Non, j'allais minorer, c'est bien ça. J'ai bugué pendant 10 secondes sur mes mots. Donc c'est pour ça qu'il y a un bug sur la version d'admin. ln de 2 est plus petit que 1. J'ai un lnn puissance moins alpha. La fonction qui a n donne lnn puissance moins alpha est croissante, car moins alpha est strict et supérieur ou égal à 0. Du coup, cette quantité-là est toujours plus grande que ln de 2 puissance moins alpha sur n, quand n est supérieur ou égal à 2. Et comme le ln de 2 est plus petit que 1, ta minoration n'est pas forcément bonne, en fait. Des fois, ça ne marche pas forcément. Et du coup, maintenant, on a quand même gagné, hein, soyons clairs. La série or, sigma des 1 sur n, pour n supérieur ou égal à 2, diverge, c'est une série de Riemann. Par critère de comparaison sur les séries à terme général positif, sigma des un diverge. Ah, donc ça, c'était la 1b, la 1a, pardon. 1b. Dans le cas alpha strictement positif, étudier la nature de la série. Indication, on pourra utiliser la fonction f de x qui est égale à 1 sur x ln de x puissance alpha. Monsieur, TJ, ça correspond à quoi? Terme général. Où ça? Non, critère de comparaison. Par exemple, des séries à terme général positif. Ouais. Donc, ils veulent maintenant dans le cas, donc on est dans le cas alpha strictement positif, on veut maintenant la nature de la série des UN, je remonte, hein, mais on pourra utiliser la fonction f qu'ils ont définie là. Qu'est-ce que vous faites avec l'indication de cette fonction f? Ouais, je pense qu'il faut étudier cette fonction. Il est naturel et simple avec alpha strictement positif que cette fonction va être décroissante, mais elle va être décroissante à partir d'un certain moment, et il faut se rendre compte de ça et bien le faire. Donc on va dire que clairement f est c infini sur r plus étoile pardon, je vais beaucoup trop vite parce que j'ai un ln au dénominateur. Je vais pas m'embêter, bon, ils veulent à partir de 2, hein. Je vais dire, allez, c infini sur 2 plus l'infini, voilà, je m'embête pas. Car x donne comme quotient de fonction de référence plutôt. Comme quotient de fonction de référence où le dénominateur est non nul. Oui, le ln ne s'annule qu'en 1. Donc elle est bien c infini là où on veut l'étudier, cette fonction. Alors j'ai dit c infini, mais c'est insuffisant, je pense. Je vais aller calculer f' de x. Je le vois comme la fonction qui à x donne x ln x puissance moins alpha, que je vais aller dériver. Donc je dérive ça comme une puissance. Donc ça va me faire du moins alpha. Je dois calculer la dérivée. Et je vais réécrire la fonction puissance moins alpha moins 1. Alors il faut que je dérive x ln x, c'est la dérivée d'un produit. Donc x ln x, ça va me faire du x fois 1 sur x plus ln x. Donc la dérivée de ça, ça me fait du moins alpha 1 plus ln x sur
x ln x puissance alpha plus 1. Ah, attendez, le ln... Non, la puissance, elle est que sur le ln. Je me suis trompé, excusez-moi. Je vais trop vite. Je vais aller vite parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps et je fais... La puissance, elle n'est pas sur le x ici. J'ai pas de parenthèse, en fait. Donc, je peux pas la dériver comme ça. Ouais, c'est la dérivée d'un produit et après, je fais une dérivée de puissance pour le ln x. Excusez-moi, j'ai mal mis mes parenthèses. Du coup, si je fais ma... Alors, c'est la fonction qui a x donne ça. Donc, je fais d'abord la dérivée d'un produit. Donc, ça va me faire du ln x puissance moins alpha, quand je dérive le x, plus je garde le x, et maintenant, je dois dériver le ln x puissance alpha, qui va me faire du moins alpha, la dérivée de ln x qui fait 1 sur x, fois ln de x puissance moins alpha moins 1. Du coup, cette chose, je peux la factoriser par la puissance la plus petite. La puissance la plus petite, c'est ln x puissance moins alpha moins 1. Je vais me retrouver ici avec du ln x, et ici, je vais me retrouver avec les 1 sur x qui se simplifient avec du moins alpha. Du coup, cette dérivée, ça s'écrit ln x moins alpha sur ln x puissance alpha plus 1. Vu qu'alpha est strictement positif. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire des variations de cette fonction? C'est quoi le signe de cette dérivée? Ou il dépend quoi le signe de la dérivée? Ouais, le signe de la dérivée ne dépend que du numérateur. Le dénominateur est strictement positif. Le numérateur, il est positif quand ln x... Bon, attends, il y a un truc bizarre. Pardon? Non, alors le x, il est plus grand que 2, vu qu'on le but, c'est d'étudier la série quand on est avec du n. Donc le x, il est forcément plus grand que 2. Mais j'ai un problème avec ma dérivée. Parce que cette dérivée, elle va devenir positive quand x est grand. Donc cette fonction, elle va être croissante. Ce qui n'est pas possible. J'ai raté un truc. Donc, x au carré. F, c'est 1 sur Ah, mais oh là 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 là. Ouais, c'est pas x, c'est 1 sur x ici. Oh. Si je prends pas la bonne fonction 2 fois, ça peut pas aller. Hein. Attendez, je repars en noir. Donc c'est un 1 sur x ici. Donc quand je dérive 1 sur x, excusez-moi, j'ai du moins 1 sur x carré. Et quand ici je vais le garder, ici j'ai du 1 sur x. Et donc ça va peut-être aller mieux en termes de signes. Hein. Hop, ça me fait du coup. Je vais quand même factoriser parce que je peux factoriser. Maintenant, je peux factoriser par du ln x puissance moins alpha moins 1 sur x carré. Je vais me retrouver avec du moins ln x et ici du moins alpha. Ça me va vachement mieux comme signe de dérivée, ça. C'est-à-dire que je la réécris moins ln x moins alpha sur x carré ln de x puissance alpha plus 1. Et maintenant, ça sur 2 plus l'infini, c'est strictement négatif sur 2 plus l'infini. Donc cette fonction, elle est strictement décroissante. À quoi ça nous sert? C'est là la vraie idée. On vous demande la nature d'une série, on vous parle de la fonction telle que votre série, en fait, c'est f de n, et on vient de voir que la fonction est décroissante. On ne doit pas la minorer. C'est pas forcément la minorer, ça peut être la majorer ou la minorer, ça peut être dans les deux sens. Mais on doit la comparer à quoi, cette série? Ah mais tu peux pas minorer une série, si tu minores une série par une constante, elle est instantanément divergente. Hein. Ou si tu la majores par une constante,
bah, tu majores par quelque chose qui diverge. Donc ça n'a pas d'intérêt, notamment si l'autre cas divergeait, si on vous sépare les cas, c'est ici plutôt, si on fait un truc juste un peu logique, c'est le but, c'est d'essayer de prouver de la convergence. Donc c'est d'essayer de la majorer par quelque chose qui converge. L'idée, c'est de comparer votre série à une intégrale. Et comme on a une fonction décroissante, on peut encadrer l'intégrale par les nombres ou encadrer le nombre par les intégrales. Et donc, on va pouvoir majorer la série par l'intégrale impropre qu'on va pouvoir, elle, calculer. Et donc, montrer qu'elle est convergente. D'accord, parce qu'on comparer l'intégrale aux séries, il nous faut la continuité et la décroissance, juste la décroissance. Ah, la continuité pour pouvoir parler d'intégrale, mais pour la décroissance, tu dois l'étudier. Donc tu montres qu'elle est C1. Donc elle est continue. Enfin, souvent. Enfin, mais oui. Alors. On a. Donc je vais mettre f décroissante en particulier sur le segment. Encore une fois, je le fais juste pour découper sur le segment nn plus 1. Ce qui fait que f de n est plus grand que f de x est plus grand que f de n plus 1. Ce qui fait que l'intégrale de n à n plus 1 de f de n dx, c'est plus grand que l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx, qui est plus grand que l'intégrale de n à n plus 1 de f de n plus 1 dx. On est tous d'accord que ceci, ça fait f de n. C'est l'intégrale sur une longueur de 1 d'une constante. Ceci, c'est ce qu'on veut encadrer. Alors ça, f de n, ça fait notre quantité un. Et ça, c'est plus grand du coup que f de n plus 1 qui vaut un plus 1. C'est là où vous devez réfléchir à votre but. C'est pour ça que je vous dis que ça peut servir à minorer ou à majorer. Mais là, notre but, c'est plutôt de majorer ou de minorer? On veut majorer, parce qu'on veut essayer de prouver de la convergence. Donc ce qui nous sert plus, c'est l'inégalité qui est, je vais le faire en une autre couleur, c'est l'inégalité qui est ici. J'insiste sur une deuxième chose. Je me suis limité à 2 plus l'infini, en incluant 2, parce que ma fonction ln s'annule en 1. Donc si je veux parler de l'intégrale en 1, elle est, si je commence à 1, elle est impropre. Donc je recrée un nouveau problème, dont je n'ai pas besoin pour aller de 2 à plus l'infini. Donc, comme je majore un plus 1 par l'intégrale de n à n plus 1, c'est comme si je majorais un par l'intégrale de n-1 à n df de x dx. Vous êtes d'accord? Donc, pour ne pas avoir de problème avec le fait que mon intégrale est impropre en 1 et que je ne veux pas le considérer, ce que je vais dire quand je vais sommer mes un, donc quand je vais faire ma somme pour n égale 2, alors je vais sommer, je n'ai pas encore prouvé la convergence de l'intégrale, donc je somme avec une borne finie. Quand je vais sommer mes un, je vais en fait dire que ça c'est u2 plus la somme pour n égale 3 à grand N des un, qui est plus petite du coup que u2, plus la somme pour n égale 3 à grand N des intégrales de n-1 à n. Est-ce que vous comprenez bien l'intérêt de séparer le U2 pour commencer à 3 ici, parce que comme je suis en n-1, ma première borne d'intégrale en faisant ça va bien être 2. Si j'avais commencé à sommer à U2, j'aurais une borne en 1 d'une intégrale impropre, j'aurais dû justifier aussi la convergence en 1 de cette intégrale, et je suis pas sûr de sa nature. Enfin, ok? Donc maintenant que j'ai ça, ça devient quoi du coup Enfin, c'est notre relation de Chasles, la somme de n égale 3 à grand N de l'intégrale de n-1, ça devient l'intégrale de 2 à grand N, du coup de 1 sur x, ln de x puissance alpha dx. Et ma dernière question, elle est là. Comment vous calculez cette intégrale? Ouais, c'est une forme de référence. Ça, on peut le voir comme du... ça, je peux le voir comme du u' de x fois u de x puissance moins alpha dx si je pose u de x qui vaut ln x.
On peut le faire avec une IPP. Si en faisant quoi? Tu primitives le 1 sur x et tu dérives le 1 sur... Alors, dériver le 1 sur ln, ça doit marcher, mais tu obtiens ce que j'appelle une équation intégrale. C'est-à-dire que si tu appelles cette intégrale i alpha, tu vas obtenir i alpha en fonction de i alpha, et il faudra regrouper les i alpha ensemble. J'ai même peur... Non, ça doit marcher. Tu dois obtenir du i alpha en fonction de i alpha, et tu dois trouver la valeur de i alpha comme ça. Mais si on le voit comme ça, ceci, ça fait du U2 plus le crochet, ça, du coup, c'est la forme moins alpha. Donc, ça fait du U2x puissance moins alpha plus 1. Alors, ceci, ça me fait du lnn bah, j'ai bien un problème, en fait. Ouais, j'ai bien un problème. C'est bien ce que j'ai voulu vous dire. Vous m'avez redit par 0, mais moi, je voulais faire ma disjonction de cas quand je vous ai parlé des séries de Bertrand par rapport à 1. Et vous avez dit 0 parce que je n'avais pas vu, mais le sujet d'à côté, il parlait du cas négatif et du cas positif. Bah, on va voir le problème. Alors, du coup, bizarrement, je reprends mon truc ici. Si j'ai ça d'un côté, de l'autre, j'ai directement que c'est plus grand que la somme pour n égale 2 à grand N des intégrales de n à n plus 1, on est d'accord, de f de x dx. Donc c'est toujours, je reprends ici, plus petit, plus grand, que je reprends ici l'intégrale de 2 à n plus 1 de f de x dx. Et donc ici, ça va me faire ça. C'est plus petit que ceci, moins le truc pris en 2. Donc moins ln de 2 puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Et de ce côté-ci, bah, je vais du coup majorer par du ln de n plus 1 puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 moins ln de 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon encadrement? J'ai encadré comme ça ma somme pour n égale 2 à grand N des UN. Alors maintenant, justement, comprendre ce qui se passe, c'est que ceux-ci, ce sont des constantes. Ça gêne pas. Ça, c'est une constante, ça gêne pas. Ça, c'est une constante, ça gêne pas. La seule chose qui varie en n, c'est cette quantité-là. Vers quoi tend cette quantité-là quand grand N tend vers plus l'infini? Alors justement, ouais, ça va tendre vers 0 si 1 moins alpha strictement négatif. C'est vrai qu'il y a 3 cas, ça va valoir 1 si 1 moins alpha est égal à 0, 1 moins alpha est égal à 0. Et donc ça va valoir, c'est l'autre limite, ça va valoir plus l'infini si 1 moins alpha strictement positif. Vous êtes d'accord? Donc en fait, je viens de majorer par plus l'infini si 1 moins alpha est strictement positif. Par contre, de l'autre côté, c'est la même quantité. Enfin, c'est un n plus 1, mais ça change rien. De l'autre côté, je vais juste mettre que ça tend vers plus l'infini si 1 moins alpha est strictement positif. Donc je viens de prouver à gauche, avec l'inégalité de gauche, ce que je viens de prouver, je remonte, c'est que ceci, ici à gauche, si 1 moins alpha strictement positif, par théorème de comparaison,
ou d'encadrement, mais juste du côté gauche que je regarde, j'ai forcément que la somme pour n égale 2 à n DUN, tant qu'en grand N tend vers plus l'infini, donc la série DUN diverge. Et la condition 1 moins alpha strictement positif, c'est si alpha est strictement plus petit que 1. Par contre, donc ça c'est ce côté-là qui dit ça. L'autre côté que j'ai fait ici me dit que sigma DUN pour n égale 2 à n est majoré par une constante. Donc, la série étant un terme général positif, je sais que la suite des sommes partielles est une suite croissante. Si c'est une suite croissante majorée, elle est convergente, par théorème de la limite monotone. Donc je peux conclure que sigma DUN converge. Et du coup, la conclusion, alors attendez, je remonte dans le sujet, mais notre but, c'était de étudier la nature de la série. Donc la série est convergente, donc la série, je reviens, bilan, entre guillemets, ou conclusion. Sigma des 1 sur n ln de n puissance alpha converge si et seulement si alpha est supérieur ou égal à 1. C'était le cas qu'on avait dans l'autre cas. Ok ? Donc justement, ça nous ralentit notre série des 1 sur n. La série des 1 sur n lnn, entre guillemets, elle est convergente, vu que le cas est là. Et c'est la plus lente qu'on a des séries convergentes qu'on connaisse. Mais c'est hors programme, hein, les séries de Bertrand. Mais ça, c'est un exo sur ces séries-là. À mon époque, c'était au programme. Donc on avait plus fin que les séries de Riemann. Mais non, 99% des cas, les séries de Riemann suffisent à conclure. Du coup, il y a une dernière question à cet exercice. Je veux au moins que vous me disiez au moins au début l'idée qu'il y a derrière. Déterminer la série de la nature de la série qui est horrible, là. Comment on va déterminer la nature de cette série ? On va faire un équivalent. On va essayer de trouver un équivalent de quelle forme de cette série ? Parce qu'il y a le 1 plus 1 sur n puissance n qu'on transforme en exponentielle ln. Là, c'est pas des questions sur les calculs qui m'intéressent, c'est qu'est-ce que vous cherchez à obtenir quand on vous demande de trouver la nature de cette série et que vous cherchez un équivalent. Pardon. Il faut essayer d'obtenir un f de n pour un certain alpha. Et selon la valeur de alpha, on aura la convergence ou la divergence grâce à la question 2 qu'on vient de prouver. Ok ? Et à mon avis, le alpha va être positif, soit plus grand que 1, soit plus petit que 1 pour permettre de conclure ou pas. Donc allons-y. Je vais reprendre le terme général, parce que je vais recopier le sujet, parce que je ne vais pas l'avoir là-haut. Je vais faire des erreurs de recopie. Donc je refais un CTRL-C, CTRL-V. Alors, il va être l'heure, mais je vais essayer de le faire très très vite, parce que j'aimerais bien finir cet exercice. La première chose que je vais faire, c'est gérer le dénominateur pour plus avoir de problème avec mon dénominateur. Mon dénominateur, je peux le réécrire comme ln de n carré si je factorise facteur de 1 plus 1 sur n, le tout au carré. Donc ceci, c'est du ln de n carré, que je peux même lui-même réécrire comme L2 ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Et ça, je le mets au carré. Ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Donc l'équivalent de ma quantité, c'est clairement 2 lnn, le tout au carré. Donc ma quantité équivalente, c'est 4 ln de n au carré. J'ai géré le dénominateur. Je vais gérer maintenant le numérateur. Alors le numérateur, il est un peu plus compliqué. Ça va être du E moins, tu me l'as bien dit, IED. Ça, on va le voir comme du E de n ln de 1 plus 1 sur n, facteur de exponentielle 1 sur n,
Je n'ai pas le choix ici, je vais d'abord faire un DL, parce que je ne peux pas faire des compositions d'équivalent, du ln. Donc je vais juste dire que ceci, c'est du E moins E de n. Alors le premier terme de ln, c'est 1 sur n, le deuxième... Je vais aller à l'ordre 2, parce que à cause du E moins E, j'ai peur que les termes se simplifient, donc je vais aller à un ordre plus loin. Je vais peut-être un cran trop loin, je suis plus sûr de moi, mais je vais peut-être un cran trop loin. Je vais un peu vite pour ce calcul de DL, mais j'ai pas le choix parce que j'ai déjà débordé de 2 minutes. Ça fait E moins E de 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Le tout facteur de exponentielle 1 sur n. Si je redéveloppe avec exponentielle 1 sur n, ceci, ça fait en fait exponentielle 1 plus 1 sur n, moins exponentielle 1 moins 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Et là, maintenant, sur les deux quantités, je peux faire un DL de l'exponentielle. Si en factorisant, peut-être, j'aurais dû factoriser plutôt par E. Si je factorise par E, ça fait ça. Si je fais un DL de l'exponentielle, ça va me faire E fois 1 plus 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Je vais juste à l'ordre 1, je n'ai pas besoin de plus. Ici, ça va me faire moins 1 moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Si je regroupe les deux, ça va me faire du 2, ça va être équivalent à 2e sur n, cette quantité. J'ai un 1 moins 1, mais j'ai un 1 sur n moins 1 sur n. Donc ça me fait du 2 sur n. Au final, ma quantité qui s'appelait, je vais la rappeler un, cette quantité. Son numérateur est équivalent à 2e sur n, le dénominateur était équivalent à 4 ln n au carré. Du coup, ma série, elle est équivalente à constante sur n ln n au carré. C'est donc de la forme des séries de Bertrand avec alpha égale 2, c'est donc une série convergente. J'ai été un peu vite pour ce DL, mais je voulais finir cet exo ce matin pour pas reprendre un exo lundi.